Lorsqu'on pense à des accidents de voiture, on va souvent penser aux conséquences corporelles que ce genre d'événement peut avoir. Bien que celle-ci est l'une des conséquences les plus importantes, elle n'est pas la seule. Effectivement, un accident de la route peut avoir autant de conséquences sur le niveau de la santé mentale, des relations qu'on entretient avec autrui et même sur sa gestion financière. Dans cet nouvel épisode de l'approche gagnante, nous allons aborder ces diverses conséquences avec vous. Bienvenue à l'approche gagnante. Afin d'aborder le sujet, nous aurons la chance de discuter avec des membres de Bastien Physio, soit Marc Bastien, physiothérapeute, Émilie Gagnon, ergothérapeute et Noémie Beauregard, diététiste. Nous aurons également la chance de discuter avec une avocate en droit des préjudices corporels du cabinet MJ Law, Sophie Loosby. Donc, est-ce qu'avant de commencer, vous pourriez nous résumer rapidement votre parcours professionnel? Oui. Moi, en fait, j'ai fait mon bac à l'Université d'Ottawa en psychologie et gérontologie. Puis ensuite, j'ai fait une maîtrise en ergothérapie à l'Université d'Ottawa et j'ai commencé à pratiquer en 2020. Dans le fond, j'ai fait un baccalauréat en nutrition, option diététique à l'Université d'Ottawa. Donc, ça nous prépare vraiment pour devenir diététiste, justement. J'ai ensuite fait un an de maîtrise, encore à l'Université d'Ottawa. C'était une maîtrise en nutrition, mais après un an, j'ai décidé de faire le saut, donc un passage direct, si on veut, au doctorat. Donc, doctorat maintenant en activité physique. Donc, toujours dans le même domaine, mais vraiment axé plus en activité physique. Puis, c'est un doctorat où on fait beaucoup de recherche. Donc, je fais de la recherche en physiologie, métabolisme énergétique. Donc, un peu plus ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Donc, c'est ça qui occupe l'autre partie de mon temps quand je suis pas ici. Donc, moi, je suis née et j'habite toujours à Rockland, mais j'ai fait mon bac en sciences de la santé à l'Université d'Ottawa avant de compléter mon bac en droit à l'Université de Surrey en Angleterre. Je suis ensuite revenue à Ottawa, où je suis établie toujours. Puis, je pratique chez MJ Law depuis ma graduation. Donc, ça fait à peu près 6 ans. Puis, on fait uniquement du préjudice corporel pour les demandeurs, donc aucune défense, les victimes d'accidents ou de préjudice corporel. Oui, fait que moi, comme tu as mentionné, je suis physiothérapeute. Je gradue de l'Université d'Ottawa en 2015. Au cours de mes dernières années de travail, depuis ce temps-là, j'ai eu la chance de me spécialiser un peu auprès des commotions cérébrales, qui est un intérêt qui m'est développé à un âge très jeune. J'ai comme joueur de hockey toute ma vie, fait que j'ai eu des commotions cérébrales, j'ai vu des coéquipiers avec cette blessure-là, fait que naturellement, ça m'a intéressé de me lancer là-dedans. Puis c'est ça, puis maintenant, mais on a la clinique à Rockland, puis on aime ça. Donc, pour revenir sur les accidents de voiture, qui est le sujet d'aujourd'hui, quelles sont les principales blessures que vous observez chez vos patients qui ont été victimes d'un accident de voiture? Ça varie beaucoup d'un accident à l'autre, mais majoritairement, les gens arrivent ici avec des douleurs au cou. Veux pas, l'impact d'un accident de voiture est quand même assez significatif. Donc, il y a beaucoup de blessures, de coups de fouet au niveau du cou, beaucoup de maux de tête, beaucoup de commotions cérébrales, des douleurs dans le bas du dos. Puis, dans certains cas, des cas plus extrêmes, il y a des fractures, des blessures nerveuses au système nerveux et tout ça. Donc, ça peut varier énormément d'un accident à l'autre, mais en général, on semble voir un pattern en général avec des douleurs au cou et la tête et tout ça. La plus grosse chose qu'on voit chez ces gens-là, c'est les commotions cérébrales. Okay. Avec les commotions cérébrales, on voit aussi beaucoup de douleurs au niveau de la musculature, cou, tête, dos, mais c'est vraiment ça là, au niveau commotion cérébrale. Quels peuvent être les divers défis légaux qu'on peut rencontrer? Mm-hmm. Donc, en Ontario, on a un double système, disons, okay, où est-ce que toute victime d'accident de voiture a accès, qu'il soit à faute ou non, ont accès à des réclamations d'indemnité d'accident auprès de leur propre assureur ou auprès de l'assureur de la voiture qui a été impliqué dans l'accident. Okay. Donc, ceci leur permet d'avoir un recouvrement financier, on dit un peu plus immédiat, mais il y a certaines limites qui sont placées sur ces réclamations.
Les victimes d'accidents qui ne sont pas à faute dans l'accident ont aussi la possibilité d'avoir une réclamation qu'on dit délictuelle ou un procès, un litige. Ça, c'est certains mots qu'on va entendre quand on parle de le processus où est-ce qu'on actionne la personne qui a causé l'accident. Okay. Ceci permet à la personne d'aller chercher un recouvrement monétaire au-delà de ce qu'ils peuvent aller chercher auprès de leur propre assureur. Ça inclut les assurances qu'on a accès au travail, etc. Donc, vraiment, où est-ce qu'il y a la lacune, on va aller chercher dans la poursuite. Toutefois, c'est pas tout le monde qui a accès à une poursuite. Okay. Et spécifiquement en Ontario, il y a un seuil qui doit être établi pour que la victime puisse prendre de l'avant avec leur réclamation en responsabilité délictuelle. Ce seuil est quand même assez élevé. Mm-hmm. La personne doit être capable de prouver qu'ils ont subi une blessure, une blessure qu'on dit permanente, sévère et qui affecte la fonction de la personne dans leur vie quotidienne, que ce soit le retour au travail, que ce soit les activités normales, etc. Seulement les personnes qui rencontrent ce seuil, qui sont capables de prouver qu'ils rencontrent ce seuil, ont le droit de prendre de l'avant avec une action. Donc, c'est deux mécanismes qu'une personne a potentiellement accès pour se remettre sur leurs pieds après un accident de voiture, mais ces deux sont quand même des processus complexes où l'aide d'un avocat peut être nécessaire. Donc, est-ce qu'on observe souvent des poursuites dans la région? Mm-hmm. Donc, toute victime d'accident qui ne sont pas à faute pour le mécanisme de l'accident a une option de poursuivre en responsabilité délictuelle, donc actionner la personne qui a causé l'accident. Toutefois, comme on avait parlé plus tôt, il y a un seuil qui doit être atteint. Donc, c'est seulement les victimes qui atteignent le seuil qui vont pouvoir continuer avec la poursuite. Donc, toute victime peut venir nous rencontrer pour voir si c'est une possibilité de intenter la poursuite. La question reste que on va devoir faire une revue des documents médicaux, voir comment la personne s'est réétablie pour pouvoir déterminer s'il rencontre le seuil. Si oui, il y a des poursuites dans la région, certainement. Il y en a beaucoup qui vont être capables de régler, que ce soit à l'amiable avant qu'on intente l'action à la cour ou que ce soit plus tard dans le procès. À Ottawa, le taux ou le nombre de cas qui se rendent jusqu'en procès est quand même assez limité. Ah oui? Donc, la plupart des cas sont capables de régler avant ce point. Donc, mais reste que il faut commencer le processus afin de pouvoir se rendre à un règlement. Oui. Mm-hmm. Et il y a aussi probablement des défis au niveau financier. Lorsque vous l'avez mentionné un peu, là, l'argent dans tout ça, quels peuvent être ces défis-là qu'on peut rencontrer? Oui, donc une victime d'un accident, dépendant de la gravité de leur blessure, peuvent rencontrer plusieurs difficultés financières, que ce soit parce qu'ils ne se rétablissent pas pour pouvoir retourner au travail. Donc là, il y a une perte de revenus. Ou malgré l'aide financière qu'ils reçoivent chez leurs assureurs, que ce soit l'assurance d'automobile ou l'assurance au travail, il y a souvent des lacunes. C'est souvent une indemnité partielle. Donc, la personne va se trouver à devoir payer pour des services s'ils veulent continuer de recevoir, que ce soit de la physiothérapie, de l'ergothérapie, ou, disons, des bénéfices qui ne sont pas inclus dans leur police d'assurance. Par exemple, quelqu'un qui veut ou qui a besoin de l'aide ménagère à la maison parce qu'ils ne sont pas assez rétablis pour pouvoir prendre soin de leur chez eux. Donc, c'est toutes des choses qui pourraient être hors poche. Donc, des difficultés financières assez importantes. Mm-hmm. Puis, vous avez mentionné justement le processus avec les assurances. C'est quelques défis. Est-ce qu'il y a d'autres défis aussi qu'on peut rencontrer avec les assurances? Donc, en premier lieu, c'est le fait que parce qu'on est seulement remboursé de façon partielle, ça peut causer des stress financiers. C'est aussi une question que quand on fait une application, après un accident de voiture, on applique chez notre assureur pour avoir une réclamation en indemnité d'accident. C'est vraiment à la discrétion de l'assureur s'ils approuvent ou ils refusent de payer pour les divers services. Donc, le processus est quand même assez simple, ou pas simple, plutôt que le processus est qu'on envoie des preuves médicales qui supportent le fait que la personne a demandé pour des services, que ce soit physiothérapeute ou ergothérapeute ou peu importe. C'est à la discrétion de l'expert en sinistre ensuite de lire les records médicaux, décider si, basé sur ces records, je peux approuver le bénéfice ou si je dois l'envoyer chez un médecin expert qui va venir faire une revue du dossier ou une rencontre avec la personne.
ce processus prend du temps. Ça fait en sorte que la personne ne peut potentiellement pas avoir des services pour un certain temps. Puis aussi, s'il refuse, la personne se retrouve à devoir décider, est-ce que je vais rencontrer un avocat pour qu'il puisse apporter une dispute au tribunal ou est-ce que je tente de faire ceci de moi-même? Oh boy. Donc, ça peut être très difficile, puis c'est extrêmement stressant et imposant pour une personne qui vraiment veut se concentrer sur son rétablissement. Donc, ça, c'est quelque chose par rapport à la réclamation en indignité d'accident qui peut être quand même difficile, un des défis. Ouais. Et quels peuvent être, de façon générale, les impacts sur le mode de vie des personnes qui arrivent en accident de voiture? Ça peut vraiment changer la vie de quelqu'un comme de tous les sens. Ça peut mener à un arrêt de travail, ça peut mener à des difficultés au niveau des relations personnelles, donc époux, épouse, enfants même, quand on parle de jeunes parents. Ça a un impact vraiment complet. Ça peut impacter la digestion, ça augmente les douleurs. En fait, quand quelqu'un a une commotion cérébrale, toutes les faiblesses qui étaient à l'intérieur du corps viennent ressortir. Ça fait qu'il faut vraiment gérer ça méthodiquement, d'où vient l'importance d'être multidisciplinaire là-dedans. Ouais, donc grosse question, ça peut affecter à peu près n'importe quoi dans le mode de vie. C'est sûr que moi, côté nutrition, comme j'ai mentionné, si la personne, elle est alitée, si elle ne peut pas se lever, elle a peut-être pas l'énergie pour cuisiner, comment est-ce qu'on fait pour la nourrir de façon adéquate? Si la personne, en phase initiale, par exemple, elle a été à l'hôpital quelques jours, on espère qu'à l'hôpital, il y a eu des procédures qui ont été mises en place pour justement accélérer la récupération là. Mais par la suite, quand elle retourne à la maison, si, par exemple, elle s'est cassée une jambe, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut l'aider justement à peut-être pas cuisiner des gros repas, mais justement aller identifier des suppléments, peut-être des repas qui sont préparés. Mais moi, en tant que diététiste, je peux vraiment savoir faire des calculs pour déterminer combien de protéines la personne a besoin. C'est sûr que je vais pas aller dire à la personne tu as besoin de 80 grammes de protéines. Je vais vraiment aller voir, OK, quel repas je pourrais, dans le fond, partager à la personne pour justement aider avec ça. Donc, vraiment, de mon côté, ça va être d'adresser les défis côté nutrition. Donc, il y a aussi l'aspect si la personne n'a pas faim, manque d'appétit, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi des aliments que la personne pourrait digérer un petit peu plus facilement? Est-ce que c'est plus des aliments liquides, etc.? Donc, c'est vraiment une approche individuelle. Donc, aller voir avec la personne, là, c'est quoi exactement qui est affecté. Et au niveau justement des effets ou des impacts sociaux et psychologiques, est-ce que vous observez un peu ces impacts-là au niveau de vos patients? Un accident de voiture va causer des séquelles psychologiques, que ce soit du stress post-traumatique, de l'anxiété, de la dépression, de la peur de retourner dans la voiture, que ce soit pour conduire ou même en tant que passager. C'est souvent des choses qu'on va remarquer chez des clients, surtout encore dépendant de la sévérité de l'accident. De façon sociale aussi, ça peut être très isolant. Ça peut causer des difficultés au sein de la famille ou au sein de ses amis, etc. Parce que pendant qu'on est en train de se rétablir, c'est une expérience qui peut être, c'est ça, isolante. On retourne pas au travail, on peut plus sortir avec nos amis, etc. On essaie de se rétablir. Puis le plus long que ça dure aussi, quand le rétablissement se fait pas dans les délais qu'on espère, ça devient de plus en plus difficile. Donc, c'est sûr que les accidents de voiture, puis les blessures qui peuvent en résulter peuvent causer des effets psychologiques assez importants. Oui. Donc, certains effets psychologiques qu'on a remarqués chez des clients aussi, c'est que le processus comme tel peut être quand même assez retraumatisant. Malheureusement, le processus demande qu'on reparle constamment de l'accident comme tel et des effets que ça a eu sur nous-mêmes. Donc, que ça soit chez des rencontres d'experts médicaux, que ça soit chez son propre médecin, que ça soit au travers du processus à un examen au préalable. Donc, ceci peut être difficile, mais c'est notre but en tant qu'avocat d'essayer d'alléger le stress et d'accompagner la personne à travers le processus, sachant que c'est nécessaire, mais c'est pour le but de éventuellement avoir la réclamation qu'on a besoin puis qu'on mérite. Et quels sont les divers traitements possibles pour ces diverses blessures ou problèmes-là? On voit majoritairement les gens faire des soins comme de la physiothérapie, aller voir un chiro, par exemple. Ici,
avec une équipe multidisciplinaire, les gens vont aussi bénéficier de voir une ergothérapeute pour des soins un petit peu plus auprès de leur routine quotidienne. Ils peuvent voir une diététiste pour aller chercher les soins plus côté nutritionnel. Le côté physiothérapie est très important, veut pas, pour la réadaptation physique après un accident d'auto. Dans les cas plus extrêmes, les gens vont parfois nécessiter des soins en psychothérapie pour adresser le côté psychologique d'un accident. Veut pas, c'est un gros trauma. Donc, on peut nécessiter une grosse gamme de services, veut pas, suite à un accident, tout dépendant de la sévérité de l'accident en question. Un accident d'auto, veut pas, c'est les blessures qui surviennent de ça, c'est très semblable à une blessure sportive où avec toute blessure vient un déconditionnement, puis la gestion de la douleur est très importante. Donc, quand les gens ont mal, veut pas, ils vont perdre un peu la capacité de fonctionner dans leur quotidien. Puis, notre responsabilité, c'est d'évaluer c'est quoi le problème, c'est quoi qui semble causer les douleurs, c'est quelle limitation et déficience physique que nous, on doit adresser. Une fois que la douleur est plus sous contrôle, mais là, en ce moment-là, on peut développer un plan d'action pour du renforcement musculaire et tout ça. Puis, dans le fond, reconditionner la personne à pouvoir fonctionner dans leur vie à tous les jours pour retrouver une vie normale. En ergothérapie, quand on parle de commotion cérébrale, je veux dire, ça dépend vraiment de où est-ce que la personne se situe dans son parcours et puis c'est quoi ses défis. Par exemple, si leur objectif, c'est de retourner au travail versus, je sais pas, un objectif comme recommencer à participer à un sport. Ça va vraiment dépendre, mais en gros, la clé, c'est un retour progressif aux activités, que ce soit minute par minute ou en augmentant l'intensité des choses. On guide les patients à travers de ce processus-là pour qu'au fur et à mesure, ils puissent réintégrer dans leur routine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, qu'est-ce que l'ergothérapie? Oui, l'ergothérapie, je veux dire, ça dépend énormément du contexte. Sauf qu'en gros, les gens viennent voir un ergothérapeute quand ils ont de la difficulté à accomplir des tâches de la vie quotidienne qu'ils doivent faire ou qu'ils veulent faire. Par exemple, le travail, les relations, élever ses enfants, conduire, tout ça, c'est des occupations. Et puis quand on se trouve à être blessé ou ayant une maladie quelconque, des fois, ça vient créer des enjeux qui vont faire que la participation dans ces activités-là devient plus difficile. Alors, en ergo, on aide vraiment à augmenter l'indépendance, la qualité de vie, la participation des gens dans les activités importantes. Une des premières choses qu'on veut faire quand les gens viennent nous voir pour des blessures liées à la commotion cérébrale, c'est d'aller voir où est-ce que ces symptômes, leurs symptômes résiduels se situent, puis comment que ça impacte leur vie. Dépendamment de les réponses qu'on a, on va aller vraiment miser sur les choses comme l'hygiène de sommeil, parce que le sommeil, c'est une étape primordiale pour toutes les autres fonctions cognitives et physiques du corps. Alors, par exemple, une hygiène de sommeil, ça serait de régulariser son sommeil, se lever tous les jours à la même heure, même la fin de semaine, aller se coucher à la même heure, même la fin de semaine, éviter la caféine, passer midi, ce genre d'éducation-là. On fait aussi beaucoup d'éducation sur les stratégies de conservation d'énergie. Donc, s'il y a des aides adaptatives que je crois qui pourraient être utiles, je présente ça. On fait de l'aide avec la planification quotidienne pour que les gens commencent vraiment à mieux connaître leurs tendances par rapport à leurs symptômes. Et puis mieux gérer ça. Donc, la nutrition, les gens peuvent peut-être penser, s'il y a un accident vraiment plus physique, qu'est-ce qu'on fait côté nutrition? Comment ça peut entrer en jeu? Donc, justement, la nutrition, c'est important pour vraiment tout. Donc, pour se sentir bien, avoir de l'énergie, etc. Côté accident de voiture, quand on a des blessures, on va avoir des besoins en énergie, donc en calories, qui sont, dans le fond, différents. Même chose avec les besoins en protéines qui peuvent être augmentés quand il y a des blessures. Donc, ça va être vraiment pour moi d'aller évaluer les besoins de la personne, puis ensuite de pouvoir l'aider justement à comment est-ce qu'on peut bien manger pour accélérer la récupération, puis essayer d'aider à la personne de se sentir mieux. Donc, ça va être vraiment à ce niveau-là.
Il peut y avoir des blessures aussi qui vont affecter justement l'appétit. Si quelqu'un a une commotion cérébrale, la personne peut avoir de la nausée, des vomissements. Donc, aller voir c'est quoi les défis avec lesquels on travaille, puis ensuite aller chercher des stratégies justement pour s'assurer que la personne peut quand même bel et bien manger, aller chercher les nutriments qu'elle a besoin pour récupérer la blessure. Et est-ce qu'il peut y avoir certains obstacles quant au rétablissement? Oui, toujours. Il y a beaucoup de ça qui a rapport aussi aux antécédents médicaux. Par exemple, si quelqu'un qui est à la base anxieuse ou qui a un historique de dépression ou TDAH, tout ça, c'est des choses qui vont aussi avoir un impact sur des symptômes semblables comme on peut voir en situation post-commotion, par exemple, des émotions hautes, de l'irritabilité, perte de patience, ce genre de choses-là. Ça fait qu'avoir une préexistence de certaines, pas utiliser le mot maladie, là, mais certaines conditions vont venir rendre le progrès un peu plus difficile. C'est juste qu'il faut aller creuser un peu plus loin pour voir d'où tout ça part, puis d'aller rencontrer la personne pour voir, OK, quelle stratégie est-ce qu'on peut utiliser pour améliorer ça malgré les choses qui sont déjà existantes dans la vie. Donc, les obstacles, justement, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Justement, quand on parle de blessures, comme je viens de mentionner, s'il y a des blessures qui affectent l'appétit, qui affectent la capacité de la personne à consommer des aliments, ça va être super difficile d'aller chercher, de dire à la personne d'aller cuisiner puis se faire un bon repas nutritif. C'est peut-être pas réaliste dans ce temps-là. Donc, ça va être vraiment, encore une fois, d'aller voir quels défis sont présents présentement, puis c'est quoi des stratégies qu'on peut aller chercher pour justement aider au rétablissement. Parfois, ça va être qu'il faut aller chercher des suppléments, soit des suppléments nutritifs, comme si on pense à des smoothies, par exemple, mais ça peut être aussi des suppléments de vitamines, de minéraux qui sont prouvés pour accélérer certains types de blessures, etc. Des fois, ça va être aussi que la personne va venir nous voir pour le rétablissement d'une blessure ou pour adresser les défis qui sont présents. Puis finalement, on va figurer qu'à la base, il y avait peut-être des choses aussi qu'on pouvait améliorer au niveau de nutrition qui vont avoir un impact positif sur la vie de la personne en général, donc niveau d'énergie, concentration au travail, si la personne fait des sports, etc. Donc, juste aider la personne à rétablir son niveau là, de base et même l'améliorer également. Ouais. Et est-ce que si on adopte une bonne alimentation très tôt dans le processus de réhabilitation, ça peut avoir une influence sur, on va dire, le niveau auquel on va être capable de revenir à la normale, si je peux dire ça de même? Oui, tout à fait. Donc, les blessures, quand ça arrive, le corps, il va déclencher tout plein de mécanismes de « OK, il faut se réparer ». Ça augmente les besoins en énergie, en protéines, plusieurs vitamines, minéraux, etc., comme j'ai mentionné plus tôt. Donc, il faut s'assurer que la personne consomme ces nutriments-là qu'elle a besoin pour guérir. Si la personne, après l'accident, elle ne consomme pas, elle ne peut pas consommer les calories, les protéines, etc., qu'elle a besoin, le corps va avoir vraiment plus de difficultés à pouvoir rebâtir, par exemple, des muscles, etc., quand les nutriments ne sont pas présents. Donc, il faut penser un petit peu quand on pense à des athlètes qui s'entraînent fort, qui utilisent leurs muscles, il faut avoir de la nutrition adéquate pour la récupération. C'est la même chose en tant que blessure. Quelqu'un qui a subi une blessure, un traumatisme, il faut avoir les nutriments qui sont nécessaires, sinon on n'a pas les blocs pour bâtir les Legos, si on veut. Et quelles sont les différences majeures que vous observez dans les cas que vous obtenez au niveau rural et au niveau urbain? Donc, c'est intéressant parce que c'est quand même assez unique à la pratique de chaque avocat. Toutefois, ce qu'on peut remarquer généralement, c'est que dans les centres urbains, on va voir souvent des accidents qui impliquent plusieurs véhicules, simplement parce qu'il y a un plus grand volume de trafic dans les centres urbains, tandis que dans les centres ruraux, on va remarquer plus d'accidents de véhicules seuls, que ça soit parce que de la vitesse qu'on peut faire quand on est dans les centres ruraux, ou sur les routes rurales, je devrais dire. Aussi, tout autre effet, que ce soit le signalage, la lumière, le fait que les travaux de déneigement se fait peut-être plus tard parce que les centres urbains sont concentrés en premier lieu, etc. Donc,
on remarque souvent des accidents de véhicules uniques. Puis malheureusement, la gravité des accidents peut être plus sévère aussi parce que quand on fait plus de vitesse, ça peut causer des accidents plus sévères. Est-ce qu'il y a des défis particuliers lorsqu'on se retrouve résident d'une région rurale? Mm-hmm. Donc, une des choses qu'on a remarqué, c'est l'accès aux services. Okay. Parce qu'on doit se déplacer pour avoir accès à certains services, que ce soit des cliniques de physiothérapeutes ou des spécialistes, etc. Okay. Ça peut être encore plus isolant, surtout si la personne ne peut plus conduire ou a de la peur à retourner dans la voiture. Donc, quand on est dans des plus petites communautés, on a moins accès à ces divers services. Puis, ce qui peut être difficile aussi, c'est que avec notre réclamation d'intimité d'accident, c'est pas toujours que l'assureur va aider avec la difficulté de surplus que la personne va avoir en région rurale pour avoir accès à ces services. Okay. Donc ça, c'est un peu plus unique aux situations en région rurale. Puis qu'est-ce qui arrive aux blessures si elles ne sont pas traitées, on va dire, assez tôt ou qui ne sont pas traitées de base? Notre corps s'adapte dans tous les sens. Fait que si on va au gym puis on fait des exercices, on devient plus fort, plus flexible, plus mobile. Si, suite à un accident de tour, on a des blessures qui nous empêchent de bouger, avec le temps, ce qui arrive, c'est que notre corps s'atrophie. Fait que nos muscles deviennent plus faibles, on perd de la masse musculaire. Puis avec des douleurs persistantes, souvent, ce qu'on remarque, c'est que les douleurs deviennent plus facilement irritables. Donc, avec un conditionnement qui diminue, ce qu'on remarque, c'est que ça prend moins en moins de stress physique pour créer le même type de douleur. Donc, ce qu'on recommande aux gens, c'est de consulter le plus rapidement possible, faire une évaluation, puis commencer un plan de réadaptation qui est très personnalisé pour ce que vous avez besoin le plus vite possible pour éviter que les choses deviennent un petit peu plus chroniques à la longue. Parce que justement, c'est ça, si ça devient chronique, est-ce que c'est possible que les répercussions s'étendent sur le temps si on n'est pas assez bien traité? Oui, absolument. Fait qu'on des accidents de tour un petit peu plus traumatiques, les gens peuvent souffrir de séquelles qui peuvent persister pendant des très longues périodes. Okay. Souvent, c'est important d'avoir la discussion avec les gens que des fois, il faut se réinventer un peu comme personne, puis accepter que vous n'allez peut-être pas trouver une normalité dans les activités que vous aviez avant, mais il faut travailler autour de qu'est-ce qu'on a, puis à ce moment-là, mais on peut établir des objectifs avec l'individu, puis voir où qu'on peut se rendre. Mais oui, ça peut mener à des séquelles assez de longue durée si c'est pas bien géré du début. Mm-hmm. Oui. Quand on parle des commotions cérébrales particulièrement, c'est super important de se faire traiter aussi vite que possible. Les recherches récentes montrent que le plus longtemps qu'on attend, le plus de temps que ça va prendre de s'en remettre de tout ça. Donc, définitivement, ligne directrice, si on pense être blessé dans ce sens-là, commotion cérébrale, ça serait immédiatement aller voir le médecin et puis après ça, commencer la réadaptation auprès de l'équipe Réadapt, donc physio-ergo, le plus tôt possible. Et est-ce qu'il peut y avoir des répercussions à long terme des blessures qu'on peut avoir en accident de voiture? Définitivement, oui. Il y a des risques long terme. Par exemple, si quelqu'un rentre en accident de voiture, commotion cérébrale, puis évite de se faire traiter, ce qui arrive souvent, on peut voir que les symptômes vont continuer des mois, parfois même des années, avant que la personne reçoive l'éducation nécessaire pour vraiment gérer ses symptômes à lui. C'est tellement personnalisé que c'est sûr qu'on voit des séquelles à long terme là, si c'est pas géré. Mais justement, si la personne a subi un accident, a été alitée pendant des mois, puis a perdu une masse musculaire importante, ça va être de voir, OK, est-ce qu'on peut peut-être aller chercher plus de protéines dans l'alimentation pour justement aller rebâtir de la masse musculaire. Donc, ça va être vraiment du cas par cas, encore une fois. Et quels sont les différents, on va dire, défis qu'on peut subir en cours de route lors de la réhabilitation? Il y a plusieurs défis qu'il peut surmonter. Premièrement, l'accès financier aux soins. Okay. Avec un accident de voiture, comme que j'ai mentionné plus tôt, on peut nécessiter
plusieurs différents professionnels de la santé. Puis malheureusement, en soins privés, c'est pas nécessairement quelque chose qui est facilement accessible d'un point de vue financier. Ça coûte très cher. Donc, tout dépendant des assurances des gens. Ici en Ontario, veux pas, tes assurances de voiture viennent avec une couverture en soins de santé suite à un accident. Mais veux pas, pour les gens qui nécessitent des soins de plus longue durée, ça peut mener à des défis quand on manque d'assurance, mais on perd les soins, veux pas. Fait que ça, c'est un défi. Juste fonctionnement au niveau de la vie quotidienne. Les gens, avec un accident d'auto, souvent les gens vont pas être capables de travailler pour une période assez prolongée. On voit souvent les gens arriver suite à un accident de voiture, puis ils sont en arrêt de travail depuis un mois, puis d'un point de vue financier, ça commence à être un peu plus difficile, surtout dans l'économie d'aujourd'hui. Donc ça, à ce niveau-là, ça a un gros impact sur la qualité de vie des gens. Puis, tu veux pas l'aspect social de l'individu. Par exemple, moi, j'ai 2 enfants. Fait que si j'avais un accident d'auto qui m'empêchait d'accomplir mes tâches de père, ça imposerait un gros stress sur mon épouse. Et on voit souvent des patients qui arrivent ici, puis ils ont beaucoup de défis à la maison aussi qui fait en sorte que la réadaptation devient un petit peu plus difficile. Fait que c'est des choses qu'on doit adresser aussi pour faciliter. Oui, c'est certain que les relations avec, que ce soit nos proches de la famille ou nos amis, doivent être chamboulées après un accident. Oui, absolument. Puis, tu sais, après un accident d'auto, les gens vont nécessiter plus de support social. Fait que si on n'a pas accès à ça, si tu as des enfants, puis il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre tes enfants temporairement pendant que tu viens à tes rendez-vous, ça devient un petit peu plus difficile. C'est un gros défi qu'on voit.